one-point game. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! James on the drive. Anthony for three. Puts it in. Durant. You can't keep jumping that high, man. Says who? Bryant for the win. La hype du basket international s'invite sur Sport en France. Bonjour à tous, on va parler pendant à peu près 1 heure de basket africain cette semaine avec un homme qui est plutôt bien vêtu, Angelo Tsagarakis. Comment il va? Alors, on est habillé pour faire honneur au thème de la journée, donc ça va très très bien. Basket africain, tu connais, tu nous en as parlé il y a quelques éditions de Hype, tu t'es rendu sur le continent et notamment à Lomé. On a quelques images, tu vas pouvoir nous expliquer un petit peu de fond en comble ce que tu y fais et surtout quel apport tu souhaites amener au développement du basketball africain. C'est bien ça? Avec plaisir. On va accueillir également un homme qui est du côté de Dakar, journaliste, Dakar au Sénégal, pour ceux qui ne savent pas, et qui sera donc le reporter qui va suivre la Basketball Africa League qui redémarre pour sa 3e édition le 11 mars prochain. Comment il va, Ken? Tout à fait. Salut Sylvain, salut tout le monde. Ça va très bien. Écoute, sous le soleil de Dakar, on est pas mal. Bon, super. Bouge pas. On va parler de la Basketball Africa League avec toi ensemble. Et puis, on va aussi également parler patrimoine, histoire, culture, partage, puisqu'on va revenir du côté de Paris et parler d'une opération qui s'appelle adopteuneLame.com qui part de la rénovation d'un lieu historique à Paris. Et pour ça, on va accueillir Christelle Berthaud, qui est architecte, conseil pour le YMCA Paris, c'est ça. Voilà, 14 rue de Trévise, c'est là où est le bâtiment, un grand boulevard. Bon, très bien, on parlera avec vous de tout ce projet, un vaste projet qui implique non seulement la rénovation, mais aussi les projets associant culture et sport pour l'horizon Paris 2024, si j'ai bien compris. Exactement, oui. Danuta Pieter également est là avec nous, impliquée dans le projet YMCA Paris. On parlera avec vous, puisque vous êtes plutôt dédié à l'œuvre un peu philanthropique de l'action. Donc on parlera un petit peu de cette opération adopteuneLame.com et puis on verra comment cette opération peut aussi permettre d'associer des mécènes à une action comme la vôtre. Absolument, c'est très bien dit. C'est bien dit? C'est parfait. Bon, tout le monde est là. Merci pour l'invitation. Je vous en prie, tout le monde est là. On va se focaliser d'abord sur le basketball africain dans le premier focus de notre émission. On va parler Basketball Africa League avec Ken Fernandez, donc journaliste du côté de Dakar au Sénégal. Mais avant de nous lancer, Ken, sur la future actualité de la Basketball Africa League, puisque cette 3e édition démarre le 11 mars prochain, on va revenir sur une plateforme un petit peu d'exposition de la Basketball Africa League qui était présente à Paris en janvier dernier, le Basketball Combine de la Basketball Africa League. On regarde tout ça ensemble et ensuite on en parle. You can find me with the bad guy. If it's heavy, man, I grab that. Talking like pennies, you can have that. Need paper like a man facts. Man, I'm getting dirty money like a backpack. On the road where the cab's at. True man grew up where the sav's at. On organise cet événement pour leur donner l'opportunité de voir un pool de talents et de pouvoir directement recruter. Et je pense qu'ils ont été tous très satisfaits parce qu'il y a eu un travail de longue haleine que nos équipes ont fait en collaboration avec nos collègues de la G-League pour ratisser large et trier jusqu'à en arriver à 30 joueurs. On regarde les joueurs qu'on a dans ce combine, ils viennent de partout. On regarde les coachs, les general managers de clubs, ils sont de partout. Donc on sait très bien que pour le développement de cette ligue africaine, on doit passer par des étapes comme Paris. Déjà, je suis très fier d'être ici à la Combine et voir la progression de la BAL dans ces 3 ans. Écoute, ça fait 3 ans maintenant que je suis à la retraite. Alors j'essaie vraiment de trouver quelque chose à faire parce que ça tournait un peu à la maison, ça commençait à être un peu difficile. Je suis super fier de faire partie de cette plateforme BAL et voir la progression du basket en Afrique.
Une chose dont je suis sûr, c'est que le basket aujourd'hui africain est en train vraiment de monter en puissance. Cette plateforme nous donne une vraie opportunité et que les joueurs sachent qu'ils ne sont pas tout seuls. On n'est pas tout seul. Maintenant, la mentalité, c'est qu'on est ensemble et qu'on peut vraiment voir la progression grandir avec cette plateforme de la BAL. Un reportage signé Nathan Lingua et un montage de Lucien Jahan. Question à un ancien joueur. Une plateforme comme ça d'exposition des joueurs, en quoi c'est important justement qu'elle puisse être la plus structurée possible pour permettre justement à ces joueurs d'être exposés? C'est particulièrement important parce que ça maximise, on va dire, les opportunités pour tous ces joueurs qui y participent. On sait que dans le milieu professionnel, tu as toujours des combines qui sont gérés ou créés par des agences qui essayent d'amener des joueurs américains en France, en Europe, pour qu'ils aient une opportunité de signer un contrat. Tu sais, il y a toujours eu cette dynamique-là depuis de très nombreuses années. Et je parle même de l'époque où moi, j'étais un jeune premier en minime. Il y avait déjà du côté de Poissy des combines pour des joueurs universitaires américains devant un panel de coachs de Pro B. Donc, si tu veux, ces choses-là existent depuis très très longtemps. Mais d'avoir la NBA comme étant la puissance en arrière dans les coulisses qui pousse, qui essaie de mettre en avant le basket africain, sachant comme ça a été dénoté par les gens qui étaient autour de l'événement, que les coachs et les general managers proviennent de partout, des meilleures équipes du continent africain, qui continuent à structurer, qui continuent à grandir, qui veulent continuer à progresser. Donc c'est forcément intéressant. Puis tu as des joueurs comme Dwayne Wade, dont le fils maintenant va participer à cette ligue. Ça amène un supplément de visibilité et d'avoir des anciennes stars de l'équipe de France, des anciens joueurs NBA. Le basketball africain attire maintenant les plus grands recruteurs. Yann Maenmi est béninois. Tu sais, t'as cet héritage, tu sais, de la francophonie qu'on a en Afrique, qui n'est peut-être pas pour les meilleures raisons, mais au final, il faut savoir regarder les choses du bon côté, voir les belles choses qui peuvent se produire malgré des origines un peu douteuses. Et la balle, c'est peut-être la meilleure des possibilités d'avoir cette plateforme qui démontre tout le talent qui est présent en Afrique et qui n'est malheureusement trop méconnu, quoi. Ken Fernandez, journaliste présent du côté de Dakar, Sénégal, aura la chance de suivre cette première étape, puisqu'il y aura plusieurs étapes de la Basketball Africa League. La première étape commençant le 11 mars prochain. Tu vas suivre également la franchise on peut dire ça, une franchise de l'AS Douanes, donc qui va justement participer à sa deuxième, je crois, édition de la Basketball Africa League. Avant de partir un petit peu dans le fonctionnement, que tu nous expliques un petit peu le fonctionnement, donne-nous des éléments de contexte par rapport à cette Basketball Africa League. Comme tu l'as déjà dit, c'est vrai que c'est la 3e édition de la compétition de basket panafricain qui est organisée par la NBA qui va s'ouvrir à Dakar le 11 mars. Le match d'inauguration, ce sera donc un affrontement entre l'AS Douanes, les Sénégalais et les Ivoiriens de l'Abidjan Basket Club. L'objectif pour les 12 équipes engagées va être de succéder aux champions, qui est donc l'US Monastir, les Tunisiens. Pour revenir un peu aux origines de la balle, il est bon de rappeler qu'elle a été présentée à Charlotte lors du All-Star Game 2019 et retardée d'un an malheureusement en raison du Covid. Elle remplace la Coupe d'Afrique des clubs champions, qui était une compétition un peu en difficulté en fin de vie, en raison notamment du manque de moyens des clubs africains. Donc voilà, et le but de la NBA, qui s'implique à 100% là-dedans, c'est de développer le basket sur le continent grâce à l'expertise et à sa puissance financière, qui se manifeste donc de plusieurs manières, que ce soit pour l'organisation, la commercialisation du tournoi, la production audiovisuelle, on sait que la NBA là-dessus, ils sont très très forts, la formation des entraîneurs et des arbitres. Il y a une académie qui a été créée aussi à Saly, au Sénégal, la NBA Academy, des subventions pour aider les équipes qui sont engagées à voyager, à recruter, à payer leurs joueurs et à embaucher du personnel médical. Donc voilà, et le partenaire FIBA qui est accolé à celui de la balle, donc à la NBA, les deux bossent ensemble, lui c'est beaucoup plus pour aider les fédérations à se structurer et faire en sorte qu'au niveau administratif et au niveau des sélections, on puisse retrouver ces joueurs qui participent à la balle, qui irriguent le basket africain et ses compétitions internationales. Donc on l'a vu dans votre sujet, le président de la balle c'est un Sénégalais, c'est Amadou Galofal, qui est une des personnalités emblématiques du basket en Afrique. Et parmi les investisseurs, il y a quelques noms très connus, de Dikembe Mutombo à Luol Dieng, Grant Hill ou encore Joachim Noah et Yann Maenmi qui étaient dans le sujet.
Sur le plan sportif maintenant, la Basketball Africa League qui va démarrer donc sa 3e édition le 11 mars, comment ça fonctionne ? C'est assez simple. Comme en NBA, il y a 12 équipes qui sont divisées en 2 conférences. Il y a la conférence Sahara, donc qui aura lieu du 11 au 21 mars à Dakar, et la conférence Nil, qui elle se tiendra du 26 avril au 6 mai au Caire. Donc dans chaque conférence, toutes les équipes affrontent les 5 autres, ça fait 15 matchs. À la fin, les 4 meilleurs sont qualifiés dans chaque conférence et elles se retrouveront du 21 au 27 mai à Kigali pour une finale à tournoi à élimination simple. Je vous donne peut-être les 2 conférences ? Oui, vas-y. La conférence Sahara, donc, qui sera à Dakar, elle est composée donc, d'Abidjan et d'AS Douanes pour la Côte d'Ivoire et le Sénégal qui vont ouvrir la compétition. Il y a les Nigérians des Kora Falcons, il y a les Rwanda Energy Group pour le Rwanda, donc, le Stade Malien et l'US Monastir, le champion à titre pour la Tunisie. Conférence Nil, il y aura les Égyptiens d'Al Ahly, les Captain Tigers d'Afrique du Sud, les City Oilers de l'Ouganda, le Ferroviário de Beira du Mozambique, pardon pour mon portugais, et Petro Luanda pour l'Angola. Et le dernier représentant, Seydou Legacy Athletic Club pour la Guinée. Danuta, je crois savoir que le basketball africain, ça vous parle un peu. On préparait l'émission en off il y a encore quelques minutes. Il y a eu une invitation qui vous a été lancée pour assister justement à cette Basketball Africa League, mais les calendriers ne permettent pas justement de s'y rendre. C'est bien ça. Malheureusement, pas cette fois-ci, mais on ne peut pas être partout. On ne peut pas être partout, mais on ira en Afrique très vite. On a, avec le YMCA, de très forts liens, d'ailleurs, qui sont des liens historiques. Évidemment, on a le souhait, avec cette salle que nous rénovons, qui est la plus ancienne salle de basketball au monde, encore dans son état d'origine, 1893, de faire venir des joueurs africains, des jeunes africains, et de se servir de ce lieu pour créer des summer camps, et d'être vraiment pivot entre l'Afrique et le reste du monde, l'Afrique et les États-Unis. On a plein de projets en cours de développement. Bon. On est en relation très étroite avec la balle. Eh ben on va en parler dans quelques minutes. Ça a l'air déjà passionnant. Ken, quand on parle des équipes, tu nous disais qu'il y avait 12 équipes qui avaient été sélectionnées. Quel est le processus justement de sélection de ces équipes ? Alors les 12 équipes, elles ont été sélectionnées de manière assez singulière. Il y en a 6 qui sont des pays qui sont désignés, qualifiés directement pour leurs championnats nationaux. Donc ces 6 pays sont l'Angola, l'Égypte, la Tunisie, le Maroc, le Nigeria, le Rwanda et le Sénégal. Ils ont été choisis en fonction de leur histoire en basketball, ainsi que de la taille du marché. Et comme on peut le remarquer dans ces 6 pays, il y a notamment les 3 pays hôtes. Donc ça, c'est pour qu'il y ait un minimum d'affluence pendant la compétition. Pour le reste, les 6 autres équipes se qualifient par des tournois en fait, organisés par la FIFA au mois d'octobre et au mois de novembre chaque année. Ça s'appelle Road to the Ball. Et donc voilà, l'objectif, c'est que plusieurs équipes se rencontrent, les champions nationaux. Et à la fin, donc, il y a entre 20 et 30 équipes, ça dépend des années qui participent. Et 6 équipes se qualifient grâce à ce tournoi. Donc cette année, pour la 3e édition, on a une équipe ivoirienne, une équipe guinéenne, une équipe malienne, une équipe du Mozambique, Afrique du Sud et Ouganda. Pour être tout à fait complet, également avec toi, un point sur la constitution des équipes. On sait, on a l'habitude en Europe d'avoir une multiplicité de nationalités pour composer une équipe. Est-ce que c'est la même chose quand on évoque les équipes de la Basketball Africa League ? En fait, c'est vraiment l'endroit où on remarque le plus l'investissement de la balle et que ce n'est pas seulement un discours. Chaque équipe, donc les 12 équipes, sont composées d'un roster de 13 joueurs. Et parmi ces 13 joueurs, il y a obligation d'avoir 8 joueurs locaux. Donc 8 Sénégalais à l'AS Douanes, à Abidjan, 8 Ivoiriens. Et donc les 5 autres joueurs seront composés d'un joueur de la NBA Academy. La liste a été dévoilée hier des 12 joueurs qui ont été sélectionnés par cette Academy. Et chaque équipe a pioché donc un choix là-dedans. Et sinon, les 4 autres joueurs sont 4 étrangers. Et parmi ces 4 étrangers, il doit y avoir donc 2 étrangers africains. Pour l'AS Douanes, par exemple, il y a un Nigérian et ils attendent encore un autre joueur. En tout cas, ils n'ont pas pu le dévoiler. Et 2 Américains. L'AS Douanes, le club donc, qui représentera le Sénégal et qui participera à sa 3e édition cette année. Tu as assisté, tu l'as dit tout à l'heure, à un match amical concernant donc, cette franchise. Comment ils abordent l'événement et est-ce qu'ils ont des ambitions ? Ouais, ils l'abordent avec beaucoup d'excitation. Tu l'as dit tout à l'heure, du coup, c'est la 2e participation pour l'AS Douanes. Qui a été donc champion l'an dernier et champion il y a 2 ans. Entre les deux, c'est une autre équipe de Dakar qui avait été qualifiée. Et oui, ils abordent ça avec énormément d'ambition. J'ai eu la chance d'assister donc à un match amical face à une autre équipe de Dakar donc dans la semaine. C'était le premier match avec leurs 2 Américains
qui viennent d'arriver. Beaucoup d'excitation, très heureux de participer donc, à ça. Parmi les 2 Américains, il y a notamment en plus Terrell Stoglin, qui est le meilleur scoreur all-time de la balle. Bon, all-time, il y a eu 2 participations, mais bon, il était avec la SC Alais au Maroc et il a beaucoup scoré pendant ces 2 participations. Donc voilà, et non, franchement, j'ai eu l'occasion de parler avec les dirigeants du club qui sont très, très contents de participer. Pour eux, la balle représente une opportunité assez exceptionnelle en termes de visibilité, en termes d'organisation. Et voilà, c'est vraiment une parenthèse assez dorée dans un basket sénégalais qui pêche un peu par son manque de moyens, quoi. S'il y avait une équipe à suivre dans cette Basketball Africa League, ce serait laquelle? Et je t'oriente un peu. Est-ce que le joueur à suivre, ce ne serait pas cette année le fameux Zaire Wade, le fils de Dwayne Wade? Ouais, il y avait eu lors de la première édition un People aussi, qui était le rappeur Joe Cole, qui avait joué avec une équipe rwandaise et ça avait fait un peu polémique à l'époque. Cette année, donc, j'ai l'impression que la balle, et ça montre aussi le sérieux et l'évolution, il n'y a plus trop de joueurs fantasques un peu connus comme ça. Le seul nom qui a retenu un peu l'attention, bien sûr, bah oui, c'est Zaire Wade, 21 ans, qui joue en G-League à Salt Lake, dont papa est investisseur d'ailleurs dans la franchise. Peut-être que ça peut aider un petit peu. Et ouais, il a rejoint, donc il a fait le Combine, vous l'avez vu à Paris, et donc il a rejoint l'équipe des Sud-Africains de Captain Tigers, qui seront dans la conférence donc, du Caire. Donc voilà, c'est un peu le seul nom qui sort. Sinon, en termes d'équipe, il faudra suivre toujours l'AS Monastir tunisien, qui a été finaliste il y a 2 ans, champion l'an dernier. Les Égyptiens sont toujours très bons dans les compétitions africaines, et les Angolais, qui sont la 3e puissance du continent en termes de club. Ken Fernandez, du côté du Sénégal à Dakar. Merci Ken. On va observer justement le lancement de cette 3e édition et revenir vers toi pour voir un petit peu comment les choses se passent sur le plan notamment sportif et aussi autour du développement du basket africain. Vous l'avez compris, c'est une thématique qui nous intéresse. Merci beaucoup Ken. Avec grand plaisir, merci. On continue la discussion avec Angelo. Le basketball 5-5, ça te parle, hein, tu as une carrière pro derrière toi, mais le basketball 3-3, c'est ton actualité puisque tu es sélectionneur de l'équipe nationale grecque, mais tu interviens aussi autour de cette thématique en Afrique avec l'association dont tu portes le magnifique manteau. C'est Drills. Bogolan. C'est les couleurs Bogolan. Bon, très belles couleurs. Est-ce que tu peux nous parler de cette association, valeurs, mission et ambition? Bien sûr, donc ça a été un projet qui a été créé par Jean-Marc Aloumon, qui est donc togolais béninois, et qui donc est également français bien sûr. Il a créé donc ce projet en 2017 et puis j'ai fait sa rencontre en 2019 quand il m'a demandé de parrainer le premier événement 3-3 Street Festival, si tu veux, dans... Premier événement de l'histoire de... Dans un mall, en fait, okay. dans un shopping center à Westfield, au Forum des Halles. Okay. Ça a été un superbe événement. Donc, c'était une sorte de célébration des sports urbains, street art et tous ces trucs-là. Donc, il y avait des battles de Afro-Dance. Toutes les communautés étaient présentes, quoi. Toutes les communautés étaient présentes. Et puis, donc, il y avait le summum, c'était ce tournoi 3-3, le 3-3 World Champions Cup, comme ils l'appellent. Okay. Et donc, il y a des équipes d'un petit peu partout de l'Europe et on attend bien entendu l'arrivée des équipes africaines pour participer ici à Paris. Et donc, suite à cette rencontre, on a échangé sur ces projets. Il me disait qu'il voulait absolument développer le basket 3-3 en Afrique. Et de fil en aiguille, je suis devenu le directeur technique de tout ce qui est basket dans le développement de ces projets-là. Donc, lui, c'est un promoteur qui... fait des événements, des tournois, et puis on y a amené une dimension vraiment très... technique, pédagogique. Voilà, c'est-à-dire que maintenant on collabore directement avec les fédérations africaines qui veulent se développer dans le milieu 3-3, donc sur les 3 événements auxquels j'ai participé, donc je suis allé en République démocratique du Congo, je suis allé au Bénin, et j'étais à Lomé donc il y a quelques semaines. Justement, sur ces 3 destinations, quel a été ton constat? Alors le constat, c'est que... la volonté d'investissement dans la discipline, et j'ai envie de dire même dans le basket de manière globale, n'est pas la même et n'est pas à la même vitesse dans chaque pays. Il y a aussi un constat que le talent est présent partout. Donc c'est quelque chose qui est rassurant quelque part et qui est très encourageant, mais qui est un petit peu alarmant dans le sens où on se dit qu'on perd quand même beaucoup de temps. Le basket africain est inexistant sur l'échelle du 3-3. Il y a le Bénin qui pointe enfin le bout du nez et qui va d'ailleurs participer à la Coupe du Monde U23
en octobre prochain. Donc je suis très très heureux d'avoir pu, avec Jean-Marc et Drills, aider à l'ascension du Bénin dans cette discipline, puisque avant c'était plutôt l'Égypte qui était moteur, mais l'Égypte c'est un pays qui aime le basket, qui pousse vers le basket. La Tunisie est un pays qu'on connaît, a gagné beaucoup de Coupes d'Afrique des Nations. Ouais. Donc si tu veux, d'avoir un pays comme le Bénin où tu as, tu sais, Chakoubou, Isabelle Yacoubou, Yacoubou, on a reçu il y a quelques jours. Oui. On a reçu il y a quelques jours. Il y a ses origines béninoises, il y a Némi, tu vois, il y a du vrai potentiel, il y a des opportunités là-bas. Donc il faut leur donner de la force, il faut les aider à se structurer. La Fédération du Bénin a montré cette volonté-là. Ils ont été récompensés. Donc c'est le projet de l'association Drills, voilà, dédié à tout la a été initié structure avec ça en fait. Suite à l'événement qu'on a fait et le tournoi et la formation des équipes nationales, des entraîneurs et autres, il y a eu une ascension du basket béninois et c'est directement lié aux actions de Drills que le Bénin a réussi à monter premier en Afrique. Alors les actions de Drills Basket Tour, on peut aussi en parler. C'est des actions qui se répartissent sur plusieurs pays donc dans le continent, Togo, Niger, RDC, Guinée, Côte d'Ivoire, Burkina Faso. 7 pays jusqu'à présent et on est en train de discuter justement pour aller en Afrique du Sud. Okay. Y a d'autres pays avec lesquels on aimerait beaucoup collaborer. Le problème c'est qu'on a dû annuler pas mal de dates et on essaye le plus possible de sécuriser ces événements. On devait aller au Burkina Faso là, cette semaine. Okay. Mais on a été contraint d'annuler parce qu'il ne faut pas non plus se mettre dans la difficulté. Donc le gros challenge en Afrique, c'est d'avoir le soutien local, d'avoir des sponsors, d'avoir des financements. Et donc, impliquer effectivement les locaux. C'est ça, d'impliquer les locaux. Donc ils sont toujours très heureux de nous accueillir, mais il faut aussi qu'ils mettent un peu les mains à la pâte. Ouais. Et le Bénin l'a fait. Et on aimerait beaucoup que d'autres fédérations le fassent aussi. Depuis 2017, c'est quasiment 10 000 athlètes quand même concernés par les programmes. Il y a plus de 20 événements sportifs aussi qui ont été proposés. Quelles sont là en 2023 les perspectives de projection justement en termes d'événements ou en termes d'apport pédagogique? Eh bien, moi je m'occupe du terrain et de tout ce qui est l'encadrement des équipes nationales et la formation des coachs, les camps de perfectionnement pour les joueurs. Donc voilà, c'est vraiment directeur technique basket. Mais Jean-Marc a mis en place le premier tour africain qui donne accès au circuit professionnel FIBA. D'accord, donc il y a une perspective. Il y a une grosse perspective. Challenge et compétition. Tout à fait. Et Lomé, c'est le premier stop du Tour africain 2023. Ok, donc toi tu es le directeur technique qui sera en charge de permettre à tous ces joueurs et joueuses. Voilà. Si tu veux que je t'explique rapidement. Oui, on a le temps. Ce que je fais, c'est je viens en préambule du tournoi. Donc je viens généralement 5 jours avant le tournoi et je passe toute la semaine à faire des séquences d'entraînement matin et soir avec toutes les catégories d'âge. Donc quand on était au Bénin, par exemple à Cotonou, j'avais eu les U17, les U21, les U23 et les seniors. Et on avait filles et garçons. Et on avait eu le soutien de Richard Billan, qui était mon ancien coach en équipe de France, qui est venu nous accompagner. Donc lui s'occupait des femmes, moi je me suis occupé des hommes toute la semaine. Et il y a vraiment cette dynamique aussi d'avoir les entraîneurs fédéraux qui nous accompagnent et nous assistent tout au long de la semaine. Donc on leur partage nos méthodes, on leur partage nos préceptes, notre philosophie, on leur explique les subtilités du 3-3 pour justement, une fois que nous sommes partis, qu'ils puissent continuer à développer la discipline. Et à Lomé, c'était la même idée. Je suis venu 3 jours avant. Il y avait beaucoup de jeunes qui étaient potentiels équipe nationale. Mais là où c'était vraiment intéressant, c'est qu'on avait plus de représentants internationaux. Il y avait des Togolais, des gens du Burkina Faso, des Béninois, des gens du Niger. Donc on a eu quand même beaucoup, et une équipe française aussi, Hermont. Okay. Donc on a eu quand même cette possibilité d'avoir ce melting pot de nationalités, mais avec la même volonté de travailler et d'apprendre. Donc c'était très enrichissant. Et c'est le cadre de mes actions globalement quand je vais là-bas. Danuta, les logiques un peu d'implication quand on parle de projet, on parle d'Afrique, mais on va parler bien sûr là, dans quelques minutes de l'opération globale adoptunelame.com. C'est clairement la clé pour que les projets puissent réussir, on est bien d'accord? Oui, absolument. On a vraiment envie que notre projet soit très participatif. Et implique justement le public en termes d'action dans le projet.
Absolument, et un public international. Le 14 Trévise, dans le 9e à Paris, créé en 1893, est un lieu multiculturel, dédié à tous. C'est vraiment une maison ouverte à tous depuis son origine, donc depuis 130 ans. Et c'est bien évidemment le projet qu'on veut continuer à poursuivre, à mettre en avant, à mettre en œuvre, et avec une très très forte dimension sociale et sociétale et d'intégration. Le YMCA, c'est une institution américaine. Sylvain, en France, on ne se rend pas compte de ce que ça représente. Jusqu'à présent. Mais là, à partir de maintenant, les choses vont changer dans notre deuxième focus de l'émission. Transition parfaite d'Angelo, on va te laisser prendre ma place, hein. Je pense que tu t'en sors plutôt bien. Non, je ne pense pas que j'aurai les épaules assez larges. Allez, on y va. Le YMCA Paris, deuxième focus de notre émission. On est content de recevoir Danuta Pieter et Christelle Berthaud pour nous parler un petit peu de l'action globale. Avant d'aller sur l'actualité, on va rétropédaler un peu et surtout parler d'histoire, parce que quand on parle de ce lieu, c'est aussi un lieu d'histoire, de partage et un patrimoine français et même européen, puisqu'on parle quand même du premier espace sportif dédié au basket, qui a permis au basket d'arriver et donc de se développer et donc de proliférer après sur l'Europe entière. Donc si on est là aujourd'hui, c'est un peu grâce à ce moment d'histoire. Moi, j'ai noté une date, 1891, avec deux noms, André et James Stokes, qui étaient donc deux philanthropes. On peut peut-être d'ailleurs donner... Danuta, qui est aussi philanthrope, du coup, peut nous parler un petit peu de cette action. C'est la première, on va dire, sollicitation à une souscription financière pour justement faire en sorte que ce lieu existe. Hein. C'est bien ça? Absolument, ça a été une vraie volonté franco-américaine de différentes familles sur les deux continents de créer ce lieu unique d'accueil de jeunes étudiants du monde entier de manière sécurisée dans un centre-ville d'une capitale, pour qu'ils puissent continuer à apprendre, donc à étudier tout en se divertissant et puis évidemment en utilisant aussi en faisant du sport, d'où la création de ce fameux gymnase. Christelle Berthaud, on rappelle que vous êtes architecte conseil, mais également historienne pour le YMCA. Donc si on s'appuie sur cette date de 1891, qu'est-ce qui s'y passe ensuite, une fois que les souscriptions ont été faites, à partir de quand le basket arrive et comment le lieu se développe, puisqu'on sait c'est un espace dédié au sport, mais pas que. Hein. Il y a aussi toutes les interconnexions sociales qui ont permis aussi à toute cette jeunesse et à toute cette population de considérer ce lieu comme un lieu important. Oui, exactement. En fait, 1891, c'est la date de création du basket. Donc c'est Naismith. Okay. Il est à la YMCA de Springfield. Alors Springfield, en fait, c'est une YMCA très particulière. Elle est là pour former les futurs profs de sport des bâtiments YMCA, qui étaient disséminés aux États-Unis, d'abord. Et donc lui, il a des élèves qui font 2 ans d'études. Et ensuite, ils sont envoyés comme profs de sport dans les bâtiments YMCA. Okay. Un de ces élèves-là, il s'appelle Melvin Rideout. Et en fait, il est canadien. Donc il parle français. Et donc on lui dit, toi, tu vas aller à Paris. Et donc à ce moment-là, on est en plein chantier à Paris, donc en train de construire la YMCA de Paris. Et elle est inaugurée en 93. Donc Melvin Rideout, il arrive en 1893, on est 2 ans après l'invention du sport. Et donc un soir, après un cours de sport très traditionnel, hein, il faisait du sport sur agrès, de la gymnastique, vraiment voilà, des choses pas très marrantes au final. Il propose une partie de basket. Voilà, donc on est à l'hiver 1893 et donc on est vraiment la porte d'entrée du basket et c'est la première fois qu'est joué le jeu en dehors des États-Unis. C'est la première exposition pour le peuple français à cette discipline. Oui, exactement. Et en fait au peuple international au final. Tout à fait, oui. Et en fait, les YMCA, donc pour encore rétropédaler encore, c'est créé en 1844. D'accord. Et en fait, c'est né à Londres, donc c'est européen. Et c'est une association qui est créée pour aider les jeunes à se développer sur 3 plans. Body, mind, spirit, âme, corps, esprit. Okay. Donc l'idée, c'est un esprit sain dans un corps sain. Et donc ça s'exporte très rapidement aux États-Unis, où ça prend bien plus.
Si bien qu'en fait, en 30 ans, presque chaque ville des États-Unis est dotée d'un bâtiment YMCA. Est-ce qu'on peut considérer que le basket est l'outil qui a permis justement de répondre à la problématique esprit sain dans un corps sain, finalement? En quelque sorte, parce que c'est effectivement un prof de sport qui a développé et créé ce sport d'intérieur, parce que c'est un sport co, on lui demande de faire un sport co dans le gymnase YMCA qui a été conçu pour faire du sport normal. Voilà, donc Naismith, en fait, il accroche ses paniers et il invente un sport co où il n'y a pas de contact, où on est dans l'esprit d'équipe total, parce qu'on ne peut pas jouer, on ne peut pas être indépendant. Donc voilà, en fait, il transcrit les valeurs de l'association YMCA dans ce sport. Et les bâtiments YMCA et tous ces gymnases, c'est le vecteur de diffusion du basket. Parce que grâce au fait que ces assos, elles ont l'immobilier un peu partout, elles sont bien implantées, et donc le basket, il est diffusé via les profs de sport. Et donc on joue très rapidement jusqu'en Asie, en Afrique bien évidemment. Dans les années 1900, on joue au basket partout, quoi. Hormis le basket, c'est le thème qui nous intéresse ici, mais est-ce que ça permet aussi à d'autres sports et à d'autres communautés justement de développer des pratiques sportives? Ouais, alors faut savoir, alors les YMCA, ils ont aussi créé le volleyball en 1894, donc, quelques années après. La culture physique, l'haltérophilie, ça vient du mouvement YMCA aussi. Et bien après, en 1960, le futsal, c'est une initiative aussi d'un prof YMCA. Voilà. Question vous concernant, puisque vous êtes architecte et philanthrope. Comment on arrive sur un projet comme celui-là, sur le plan personnel? C'est une bonne question. Dites-moi, ça m'intéresse. Je crois qu'on est arrivés toutes les deux indépendamment par coup de cœur, par les hasards des rencontres de la vie. Effectivement, on n'avait pas forcément grand-chose pour se rencontrer, et notamment autour du basket. On reste encore dans une phase d'apprentissage. Et justement, quand on porte un projet de rénovation un petit peu comme celui-là, qui est énorme, avec une histoire aussi très très importante, on sent quoi? Le poids de la responsabilité pour essayer justement d'honorer un petit peu la mission qui est la nôtre, ou c'est clairement un réel honneur, voire même une passion au quotidien que de travailler sur ce type Évidemment, de projet. c'est un projet passionnant. On a 130 ans d'histoire derrière nous, avec un projet à l'époque totalement novateur, sur tous les plans, également sur le plan culturel. Et on a, avec un bâtiment tout à fait exceptionnel au niveau patrimonial, architectural, et qui a tenu magnifiquement bien dans le temps. Donc on considère qu'il a vécu 130 ans et qu'il mérite évidemment de vivre au moins 130 ans de plus, et en plus avec cette très belle destination qui va être celle qu'il va retrouver à la réouverture après les travaux de rénovation, accueillir des jeunes du monde entier. Aujourd'hui, le YMCA Paris a 3 bâtiments dans Paris. Cette année, en 2022, il y a 44 nationalités qui étaient accueillies. C'est merveilleux. Et donc évidemment, ça nous touche beaucoup, et on a envie de continuer à faire vivre ce bâtiment, à multiplier encore les échanges, et donc aussi dans ce projet de rénovation de faire participer des gens du monde entier. Des grands donateurs, mais pas uniquement, que des plus jeunes puissent participer et puis s'inscrire dans l'histoire de ce sport. La dimension historique du lieu sur le plan social, comment elle ou voire sociétal même d'ailleurs, comment elle s'est matérialisée au fil du temps pour arriver justement à nos époques? Il y a quelques images qu'on a pu voir où on voit des basketteurs célèbres issus et des footeux d'ailleurs, Neymar et Stephen Curry ensemble. Voilà, c'est un lieu qui réunit vraiment aussi plusieurs communautés sportives et qui permet d'échanger autour de thèmes et de discussions communes. Oui, tout à fait. En fait, c'est devenu un symbole pour le milieu du sport. Et, vous demandiez comment je suis arrivée là. Oui. En fait, j'étais en études d'architecture, je cherchais un sujet de mémoire, et en fait, j'ai vu une photo du gymnase. Donc c'est le patrimoine sportif. Je ne suis pas une grande sportive, mais quand même, voilà. Je découvre ce lieu, et je trouve ça incroyable. Je découvre l'histoire des YMCA. Et on en arrive maintenant à ce patrimoine sportif assez incroyable. On reçoit Curry, Neymar, on reçoit Rudy Gobert, beaucoup de gens
Beaucoup de gens issus d'horizons différents. Angelo, quand on évoque un peu ce lieu-là, comme ça, chargé d'histoire, qui a justement aussi cette capacité aussi à réunir un petit peu les profils différents, est-ce que ça n'a pas valeur d'exemple pour d'autres environnements on va dire, dédiés au sport, ou même en Grèce, ou même en Afrique, par exemple? Bien sûr, bien sûr. En plus, moi, je suis très sensible au YMCA parce que j'ai vécu 6 ans aux États-Unis et j'ai fait de nombreuses actions caritatives, justement, dans les YMCA. C'est-à-dire que très souvent, lors des jours de congé ou autres, il y avait eu des actions avec mes coéquipiers où nous, on allait donner de notre temps, soit dans des foyers ou dans des YMCA aux jeunes pour justement les inspirer au sport, les inspirer à l'éducation, parce que nous, on est des étudiants athlètes, donc on essaye justement de leur montrer le chemin de l'éducation et de l'activité sportive. Et donc, j'y ai passé beaucoup plus de temps que j'aurais prévu. Et puis, donc, c'est aussi comme ça que j'ai découvert cette culture du YMCA, où quand on dit qu'il y en a un dans chaque ville, c'est un peu le lieu de rendez-vous, et c'est surtout là où les gamins vont quand ils n'ont rien d'autre à faire. Oui, un repère peut-être. Exactement. Et donc cette notion-là, cadre-repère, ouais. La question que tu poses, elle est pour moi évidente. C'est-à-dire que si on avait cette possibilité, alors il y a des centres de loisirs, où il y a, on va dire, des lieux d'accueil, mais je ne pense pas qu'ils ont la même infrastructure en France ou ailleurs pour donner une telle diversité d'activités aux gamins. Et d'avoir justement un terrain de basket avec parquet, un terrain où on peut faire du futsal ou autre. On sait que l'accès au gymnase en France est très compliqué. Si on ne fait pas partie d'une association sportive, si on ne fait pas partie d'un club, on sait en plus que c'est la guerre pour avoir des créneaux. Et donc d'avoir ce genre d'outils d'épanouissement personnel pour les gamins, c'est pour moi, je pense, une mission qu'on devrait avoir de développer ça. Outil qui serait donc à la disposition du public aux alentours des Jeux de Paris 2024. C'est bien ça un peu le rétro-planning? Notre objectif est de réouvrir pour l'été 2024, faire du YMCA 14 Trévise un incontournable de l'été olympique parisien, que cette maison soit à nouveau ouverte à tous, que notamment les jeunes et les jeunes fans de basket puissent venir pendant les matchs et les voir. On va faire un peu comme une fan house dédiée au basket. Donc tous les matchs seront présentés en direct. Et je suis sûre qu'on aura beaucoup de joueurs nous ont dit qu'ils voulaient aussi. Il devrait y avoir du monde, attention. Voilà. Ça devrait peut-être être le rendez-vous, effectivement. Bon, très bien. Alors justement, pour atteindre cet objectif de Paris 2024, la genèse du projet maintenant. Adoptunelame.com est un projet, on va dire, philanthropique qui permet donc aux fans ou à la communauté ou alors à un sympathisant du sport de venir s'acheter un bout du lieu et de permettre à ce lieu d'être rénové via les dons qu'ils feront. J'ai à peu près bien résumé la situation. Le constat, justement, Christelle Berthaud, sur le plan architectural, pourquoi ce lieu avait-il besoin d'être rénové? Alors, on a 3500 m² rénovés, si on se concentre sur le gymnase. Pourquoi? Alors, il est resté dans son jus, ça c'est vraiment important, tout est là. Sauf que tout est là, mais un peu... délabré peut-être, voilà. Okay. Donc, on s'intéresse plus particulièrement au parquet. Le parquet, c'est une des premières expérimentations de sol sportif en France. Parce qu'à l'époque, il n'y a pas beaucoup de gymnases, même pas municipaux. Et donc, ils se sont dit, comment on fait un sol souple? Et alors, c'est assez intéressant le procédé, c'est vous avez un lit de sable de 5 cm sur lequel on a coulé du goudron à chaud. Et ensuite, on est venu poser les lames. Le goudron, après, il vient faire les joints, il fait un liant. Du coup, ça vous crée une sorte de nappe rigide sur du sable. Okay. Voilà. Et donc là, on est 130 ans après. Donc certaines lames ont été changées. Oui. Et surtout, le goudron, il n'est plus là. En fait, c'est de la poussière. Donc toutes les lames se décollent. Donc il y a le plus gros, en fait, dans le gymnase à faire, c'est vraiment rénover ce parquet qui est menacé. On a des infiltrations, etc. Puis c'est très onéreux, hein. C'est très très onéreux, hein, puisque c'est de ma connaissance de ce genre de problème, un parquet, c'est du 80 000 et au-dessus pour un parquet de qualité. Ouais.
Oui, donc quand on parle de ce là, type on de est parquet. plus dans les 200 000 rien que sur le parquet, par exemple. Voilà. En fait, le parquet là, de gymnase, il va avoir le même traitement qu'à Versailles. Hein. On est sur des artisans monuments historiques. Okay. Et on va devoir en fait enlever, avant d'enlever les lames, ils vont devoir les numéroter, les mettre sur un plan. Pour les replacer exactement à l'identique. Pour les replacer exactement au même endroit. Voilà. On les a comptés, il y en a 7444. Ça fait beaucoup. Bon courage. Et voilà. Et donc en fait, ils vont les déposer, ils vont ensuite les emmener en atelier pendant tout le temps du chantier et elles vont être traitées. Et ensuite, nous, on recoule une dalle et on refait les réseaux, etc. Et ils reviennent reposer les lames pile au même endroit. Voilà. À quoi ressemblera À quoi ressemblera le projet final? Le projet final. Est-ce qu'on gardera une vraie identité quand même de ce qu'on a pu visiter ces dernières années? Exactement. Ou est-ce qu'on change un petit peu Alors justement, nous, on est en France. Alors ici, le gymnase et vraiment tout le bâtiment OMC de Paris, c'est un monument historique. D'accord. Donc on est très surveillé par les conservateurs, les architectes des monuments historiques. On ne fait pas ce qu'on veut et heureusement en fait, parce que voilà, là on va vraiment... on ne fait pas de la rénovation, on fait ce qu'on appelle de la restauration. C'est vraiment plus... Mais est-ce que vous allez mettre en place un processus qui permette de vraiment garder dans le temps, ou en tout cas le plus longtemps possible, l'intégrité des lames qui seront restaurées? Exactement. Oui, là par exemple, on n'a pas le droit, c'est absolument interdit aujourd'hui de couler du béton. Par-dessus voilà. Donc, adoptunelame.com, on y va. Donc on a dit qu'on avait 7444 lames. Oui. Et sur ces 7444 lames, on a décidé d'en mettre 2024 à l'adoption. Donc 2024 évidemment pour les JO Paris 2024. Donc comment on adopte une lame? Voilà. Et comment on adopte une lame? Oui. Voilà. Le process. Proposer au plus grand nombre d'inscrire son nom dans l'histoire du sport. Donc, très simplement, d'aller sur un site dédié qui s'appelle adoptunelame.com, de choisir son numéro fétiche entre 1 et 2024, s'il est encore disponible. Pas le 1984, désolé. On a eu déjà un peu de succès à notre lancement et d'effectuer un don. Et suite à ce don, le donateur reçoit un certificat collector qui associe son numéro de lame, le numéro choisi avec son nom. Et il verra aussi son nom inscrit dans la liste des 2024 donateurs à la réouverture du gymnase, de la salle, sur une plaque dans le gymnase, donc il aura vraiment son nom gravé dans l'histoire du basketball. Et on voit qu'on a des fans de basket, évidemment, qui participent, mais pas uniquement. On a des gens du quartier, des gens de beaucoup plus loin, qui sont sensibles à la question du patrimoine, qui sont sensibles à l'histoire du sport, et plein de raisons. Justement, de ce que vous avez pu identifier, qu'est-ce que recherchent justement ces donateurs à travers l'action de soutenir justement la rénovation de cet espace? Je crois qu'ils ont vraiment envie de s'inscrire dans une belle histoire et d'en faire partie. Et on a vraiment voulu que ça soit quelque chose de participatif. Donc c'est, il y a plus de basketteurs, il y a plus de... Quelle est la typologie un petit peu des Je dirais que la typologie, en fait, elle est très variée. C'est ce qui est passionnant. Derrière chaque numéro, il y a une belle histoire. Donc nous, on prend beaucoup de plaisir dans ce projet parce que chaque jour, on découvre des gens. On a eu par exemple récemment une avocate new-yorkaise qui a appris de l'âme. On lui a demandé pourquoi. Elle est française, installée à New York. Et sa maman et sa tante, qui étaient deux sœurs jumelles, étaient des internationales de basket. D'accord. La grande famille du basket. La grande famille du basket. Il y a pas mal de noms. Hein. J'ai justement regardé un peu la disponibilité des lames. Donc je vous invite tous, mais après moi, une fois que j'ai choisi ma lame, encore, vous venez pas avant. Mais c'était sympa et j'ai vu une ribambelle de copains, de gens que je connais, des noms qui me sont familiers. Donc la famille du basket est en train de répondre présente et c'est super sympa. Oui, on invite d'ailleurs les sympathisants aussi, et fans et pratiquants. Donc c'est disponible à partir de demain matin. Hein. Vous me laissez le reste de la journée s'il vous plaît, parce que j'ai une négociation. Là. Jusque quand justement on peut adopter sa lame? Jusque quand va l'opération? Jusqu'à ce que les 2024 soient adoptés. Donc on espère très, très vite. Et bon, de jour en jour, les adoptions augmentent. Et au-delà justement de cette action de mécénat, on imagine qu'il y a quand même des collaborateurs qui viennent aider justement au financement de la restauration des lieux. Est-ce qu'il y en a déjà? Et est-ce que justement c'est aussi un appel à d'autres organisations qui pourraient venir vous aider pour
avancer sur ce projet? Oui, absolument. On a quelques partenaires, grands donateurs, mécènes qui nous soutiennent. On espère avoir de plus en plus de grands joueurs de basketball aussi qui viennent apporter leur contribution. On en a un, là, juste avant, qui est là. Et c'est ce aussi à quoi nous nous employons tous les jours. On part très prochainement avec Christelle aux États-Unis, à New York, à Minneapolis, pour aller à la rencontre du monde du basket aux États-Unis, mais aussi voir des grands philanthropes qui s'intéressent aux questions de patrimoine, et notamment patrimoine franco-américain, parce que c'est aussi quelque chose d'important à souligner. C'est un haut lieu de l'amitié franco-américaine à Paris, le 14 Trévise, le YMCA 14 Trévise. Sur cette action de mécénat, on sait que c'est aujourd'hui une manière d'aller chercher des financements qui est largement utilisée à l'étranger. Est-ce que justement en France, c'est quelque chose qui est un peu inscrit et qui permet aussi à tout le monde de s'impliquer financièrement tout en sachant qu'on va mettre son argent dans une bonne cause? Oui, je crois que les Français sont très généreux. Confiance, ils ont l'habitude de donner, de s'impliquer. Ils en ont cette envie. Moi, je viens des Pièces jaunes. Oui. Donc, c'est quelque chose que je connais bien. J'ai pratiqué pendant longtemps. Et notamment cette dimension très participative. Et je crois qu'il est important de souligner que chaque don compte, que c'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Et il n'y a pas de grands et petits donateurs. Oui, il y a des grands et petits montants, mais ce qui est intéressant dans ce genre de projet, c'est vraiment la volonté qu'on partage ensemble. C'est que ça soit quelque chose de très intégratif et que chacun puisse contribuer à la hauteur de ses moyens, de ses envies. Et donc, évidemment, les Français, mais pas uniquement. On a déjà quelques contributeurs africains, fans de basket notamment. Les premiers dont africains sont venus d'Abidjan. Oh, ok. Bon, un endroit que je connais plutôt bien en plus. Bon, faites vite, parce qu'après cette émission, je pense qu'il n'y aura plus beaucoup de lames de disponibles à la location. Un homme a l'air très pressé d'avoir la sienne, notamment. L'ordi, il est prêt là. On va remercier Christelle Berthaud et Danuta Pieter qui étaient avec nous pour nous parler donc de cette opération adopteunelame.com. Allez-y, vous verrez, c'est très simple pour pouvoir obtenir sa propre lame. Puis vous nous direz d'ailleurs ce que... Pour le coup, c'est beaucoup mieux fait et élaboré comme site que le site de la billetterie des JO 2024. Ouh là là. Bon, on va pas parler de ça, c'est des sujets qui fâchent. C'est un autre sujet. On va remercier Angelo qui m'a l'air très très chaud avant de partir sur d'autres discussions. Yes. On remercie également toute la régie qui a aidé à préparer cette émission autour de Lucien Jahan. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Hype. Ciao.